Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 8 avril 2022 d'Informatique News Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour décrypter et analyser cette actualité, je suis comme chaque semaine en compagnie de notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine on commence par parler de Microsoft, Microsoft et Windows 11 et Windows 365. Alors tout le monde ne connaît pas forcément Windows 365, mais c'est l'offre DAS de Microsoft qui est un peu passée finalement sous les radars, alors que c'était sur le papier quand même assez révolutionnaire. La première fois que Microsoft proposait son poste de travail dans le cloud. Et la nouveauté, c'est que, j'allais dire, Microsoft semble vouloir augmenter son jeu en matière de DAS. Il y a déjà plein de solutions sur le marché, mais là on est parti pour peut-être passer une étape supplémentaire. C'est ça, et en gros l'idée c'est qu'il va y avoir un rapprochement ou une convergence entre les deux. C'est-à-dire que donc Windows 11 en gros, enfin pas en gros, Windows 11 c'est un système d'exploitation sur une machine physique donc que vous avez en propre, que vous utilisez soit de votre entreprise, soit chez vous. Et Windows 365 en gros c'est le VDI sur le cloud, donc c'est le DAS, c'est le Desktop as a Service, et donc c'est la possibilité d'avoir un PC virtuel dans le cloud. Et donc on voit bien qu'il y a deux approches, une approche virtuelle et une approche physique. Et donc l'objectif de Microsoft à terme, ce qui est assez logique d'ailleurs, sachant que des offres de DAS, il y en a déjà géré un certain nombre, mais Microsoft a peut-être un avantage et un inconvénient, c'est que c'est l'acteur principal dans le domaine du PC physique, de l'OS du PC physique. Et donc l'objectif à terme, c'est en gros de proposer une solution de PC virtuel sur le cloud à tout un chacun. Alors évidemment avec la possibilité d'accéder à ce bureau virtuel depuis n'importe quel poste de travail. Donc ça peut être un PC bien sûr, ça pourrait être une tablette, ça pourrait être, on ne sait pas ce qui peut arriver par la suite, mais en gros c'est un terminal qui pourra accéder à ça. Et donc comme vous le disiez, les deux composantes existaient, sauf que l'annonce qui avait été faite de Windows 365 était pas très reluisante puisque déjà les fonctionnalités étaient pas tout à fait abouties, assez limitées, et puis en tout cas la tarification n'était pas encore la bonne. Mais on a bien compris que c'était un galop d'essai pour Microsoft et qu'ils allaient passer la vitesse supérieure. Donc là, par exemple, il y a, je dirais, un certain nombre d'éléments dans Windows 365. Il y a Windows Boot 365 Boot Switch et Offline. Donc en gros, c'est comment on fait pour accéder au bureau virtuel. Donc là, il n'y a pas besoin de passer par le navigateur, on y a tout de suite. On boot directement sur le poste le Switch, en gros, on peut passer d'un bureau virtuel à un autre de manière extrêmement souple. Avec Windows 11. Et puis le offline, c'est indispensable aussi, même si on aura peut-être, c'est un sujet qu'on abordera à la fin. Il y a parfois des endroits où vous n'avez pas accès à Internet, et donc il faut être en mesure de pouvoir travailler même si on n'a pas accès à Internet. Donc il y a cette solution offline. Donc on voit bien que c'est un pas supplémentaire de Microsoft. Et puis vraisemblablement, peut-être que dans 5-10 ans, le fait d'avoir un PC n'aura plus beaucoup d'objets. Alors, pour le faire très vite, je comparais entre le train et la voiture. Au départ, le PC, c'était un objet qu'on possédait. Et de passer à une phase où, en gros, on n'est plus en possession de cet objet, ça va être peut-être une évolution psychologique chez les utilisateurs. Pour certains, un retour en arrière, parce qu'on se souvient l'époque des terminaux passifs. Mais bon, évidemment, les fonctionnalités n'étaient pas aussi évoluées. Alors Guy, on continue cette émission en parlant de Google et de Data Warehouse et de Data Lake. Alors on sait, vous parlez ici de Snowflake qui, je dirais, sur cette thématique a un peu explosé, c'est moins qu'on puisse dire. Alors Google ne reste pas inerte, puisqu'ils viennent d'annoncer un certain nombre d'initiatives qui finalement visent à rassembler cette notion de Data Warehouse et de Data Lake, et on embarque d'ailleurs dans l'histoire pas mal de compagnies. Alors c'est ça, il y a deux composantes dans cette annonce.
annonce, il y a donc cette fonctionnalité Big Lake qui a pour objet de accéder aux données, quel que soit le format, quel que soit leur format, et quelle que soit leur localisation, c'est-à-dire qu'elles soient sur le data center, dans le cloud ou n'importe où ailleurs, ça n'a pas d'importance. Et alors que l'approche des data warehouse était bien spécifique, hein, puisqu'elle était, je dirais, liée à des applications. Après, il y a eu les data lakes, donc où là, en gros, on mettait les données tout ensemble, mais pour y accéder, c'était un peu compliqué. Et donc, l'idée, c'est de rapprocher un peu ces deux, de faire converger ces deux approches. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que, comme vous le disiez, Google embarque avec lui, alors pour l'instant, il y a 11 sociétés qui sont partie prenante. Il y en aura peut-être d'autres qui arriveront. Dedans, il y a Databricks qu'on connaît. Il y a MongoDB, base de données NoSQL qu'on connaît aussi. Voilà. Il y a DataIQ, donc le français dont on a interviewé le patron en début d'année. Et puis, il y a alors il y en a 11, on ne va pas les citer tous, mais il y a aussi des grandes ESN comme Deloitte, par exemple, ou Accenture. Donc on voit que c'est déjà une alliance un peu composite. Google, mais j'irais, pousse un cran dans cette aventure. Et comme vous le disiez, il y a des concurrents qui existent. Snowflake, c'est le meilleur, le plus exemplaire, si je puis dire. Alors Guy, on poursuit par un tout autre domaine, mais là pour le coup on avait un peu anticipé, hein, c'est le lancement d'un nouveau mainframe du côté de chez IBM. Alors j'allais dire, il n'y a pas vraiment le choix, parce que c'est le seul fabricant, à ma connaissance, en la matière, et ça s'appelle simplement le Z16, sachant que le précédent s'appelait Z15, voilà, qui date d'il y a 3 ans. Hein. C'est ça. Donc l'effet de renouvellement est quand même assez rapide. Pour cette fois, le premier Z, c'est 2005, je crois c'est le Z9, et puis un peu avant, il y a en 2000, c'est là où en gros IBM parlait des e-serveurs avec les IP, enfin les 4 lettres. Bon, tout ça a un peu explosé. Maintenant, il reste que les mainframes et puis les serveurs risques. Enfin, en tout cas. Donc, l'annonce du Z16 pour IBM, c'est un événement important parce que malgré tout, même si on parle du mainframe comme un dinosaure, c'est encore une activité très lucrative parce qu'il n'y a pas seulement la vente du système lui-même, mais il y a tout le logiciel et puis le conseil qui va avec, sachant que on sait que les grandes banques, les grandes telcos, les grandes compagnies aériennes, il y en a 8 sur 10 qui utilisent encore ce Z16. Alors évidemment, ce qui est quand même un point essentiel, c'est qu'il y a une compatibilité ascendante avec l'IBM 360 qui date de 1964. Donc vous voyez que c'est quand même une grosse performance. Oui, quand on parle de legacy, là, ça fait 60 pour le coup, on peut reprendre de l'IBM 360, on les fait tourner sur le Z7, ça fonctionne. Sauf que bien sûr, la machine Z16 n'a pas grand-chose à voir avec, sachant que au départ, hein, les IBM 370 avaient déjà la notion de virtualisation, hein, ça, ils étaient très en avance. Oui, c'est consubstantiel au système, en fait. Exactement. Et alors là, aujourd'hui, on a, puisque IBM a racheté Red Hat, il y a OpenShift qui est disponible dessus, donc tout ce qui est container Kubernetes, ça fonctionne. Donc, je veux dire, de ce point de vue-là, ils n'ont rien à envier à leurs confrères x86. Et donc, un élément aussi important, c'est l'aspect sécurisation. Et donc, ils bâtissent cette machine de quantum safe, puisqu'on sait que l'informatique quantique, un des problèmes que ça va poser, c'est que ces ordinateurs quantiques, ils vont permettre de casser tous les codes. Donc il faut commencer à réfléchir à la phase d'après, anticiper, et a priori, ces machines-là, en particulier à cause il y a 36 couches sur le firmware qui, lorsque la machine se démarre, permet de sécuriser l'environnement. Donc il y a déjà ces éléments-là qui sont inclus dans la machine. Donc juste un dernier point, elle est annoncée aujourd'hui, elle sera disponible en mai. Mais bon, en France, il n'y a pas des millions d'entreprises qui vont être des futurs clients du Z16. Mais enfin, c'est un marché quand même qui existe et un marché important. Alors Guy, je propose qu'on reparle de Microsoft, et pas forcément pour de bonnes raisons, hein, puisque on parle d'une enquête de l'Union européenne autour des pratiques de Microsoft en matière de cloud.
bon. Alors, c'est une enquête préliminaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas encore une officielle. Enquête. Hein. Il y a eu une plainte qui a été déposée par OVH Cloud et Nextcloud. Nextcloud, c'est un peu l'équivalent de OVH Cloud en Allemagne. Donc, ils ont déposé une plainte sur des pratiques commerciales de Microsoft dans le domaine du cloud. Et donc, l'Union européenne est en train de qualifier cette enquête. Donc, elle interroge des clients sur les pratiques de Microsoft. En gros, c'est un vieux... Enfin, je veux dire, la roue tourne et c'est toujours la même question. C'est, en gros, Microsoft propose son cloud, mais est-ce qu'elle n'impose pas des bundles, aux clients ces avec fameux packages, etc. Donc, c'est toutes ces pratiques-là que l'Union européenne est en train d'interroger, de voir ce qui se passe. Et alors, une fois qu'ils auront récupéré toutes ces données, il y aura peut-être à ce moment-là une enquête formelle, mais ça, c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je vais dire, pour l'instant, il y a quand même quelque chose qui est en train de... pas de fumée sans feu. Et oui, alors, si on veut, mais encore une fois, là, l'Union européenne, une fois de plus, montre qu'elle est plus, je dirais, comment dire, oui, elle est moins passive que... Voilà, elle est quand même beaucoup plus... moins naïve, sachant qu'en plus, là, pour le coup, il y a effectivement les responsables de l'Union européenne disent... en particulier qu'avec le projet Gaïa, on est en train de monter en puissance. Mais là, de ce point de vue-là, il y a encore un peu de travail. Il y a encore du chemin à faire. Alors Guy, traditionnel, hein, comment dirais-je, partie de notre émission, la partie acquisition. Cette fois-ci, c'est AMD qui rachète une start-up dont on a déjà parlé, Pensando, sur la thématique des réseaux, mais l'échange de données. Un achat assez structurant, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors, structurant, donc c'est une start-up qui a été créée en 2018, qui vient d'être rachetée par AMD pour $1,9 milliard. Donc vous voyez que c'est quand même intéressant. Alors, c'est pas un très gros achat, puisque rappelons par exemple que AMD avait racheté Xilinx, donc grand spécialiste des circuits programmables, pour 35 milliards. Donc on est loin, mais malgré tout, c'est une start-up qui a 4 ans. Donc c'est pas mal quand même. Et alors, en fait, là, l'idée, c'est, comme vous le disiez, c'est une start-up qui est spécialisée dans les StarkNIC. Donc, en gros, c'est les composants qui vont traiter le flux de données sur les réseaux. Et donc, décharger les CPU de ce travail et donc améliorer les performances sur le réseau. Et bien entendu, tous les opérateurs de cloud, ils sont intéressés au premier chef par cette évolution-là. Donc c'est vraiment un achat stratégique pour AMD qui se positionne comme un acteur important de plus en plus... y compris pour les fournisseurs de cloud. Exactement. Alors Guy, le sujet de la semaine, le dossier de la semaine, c'est, on l'a intitulé ça, Internet spatial, nouvelle frontière, référence nouvelle frontière aux États-Unis et la conquête de l'espace. Oui, pas la société bien connue. de Kennedy. Tout ça pourquoi? Pour parler des fameuses constellations de satellites. Il y a une annonce cette semaine, pour le coup, un peu de cocorico, parce que c'est Arianespace qui a annoncé signer un contrat avec Amazon pour le lancement de je ne sais plus combien de centaines de satellites pour le compte d'Amazon. Et le fameux Elon Musk dont on parle tout le temps, lui aussi a sa propre constellation Starlink. Donc ça pour dire que la mayonnaise est en train de monter. Exactement. Donc c'est donc Amazon qui montre que Amazon c'est pas Walmart. C'est quand même une entreprise d'une dimension très différente. Et donc qui se lance dans la conquête spatiale. Enfin qui se lance là pour le coup dans l'activité commerciale, qui veut, comme vous le disiez, créer ce qu'on appelle une constellation. Donc en lançant plus de 3000 satellites. Donc ça il faut quand même le faire. Et la différence avec ce qui existait précédemment, c'est que c'est en basse altitude. Et donc pour le coup, parmi les lanceurs, parce qu'il faut bien les lancer, les satellites, parmi les lanceurs, il y a Ariane 6, mais il y a aussi un partenariat entre Boeing et puis Martin Lockheed, donc ils vont lancer plus que Ariane 6 d'ailleurs, mais bon. Et puis il y a la compagnie
compagnie de Jeff Bezos qui va en lancer. Donc, bon, c'est vrai qu'on peut lancer un cocorico du point de vue du lancement, mais ça veut dire que Amazon se positionne sur l'Internet, on l'appelle l'Internet spatial, je ne sais pas si c'est l'appellation exacte, mais en tout cas, c'est la possibilité de donner à qui veut prendre l'abonnement, parce que ce sera payant, bien sûr, avoir Internet haut débit avec un niveau de latence très faible partout dans le monde, puisque si on a des satellites qui tout autour de la Terre, ça montre qu'on pourra y accéder. Si vous êtes au fin fond de la Patagonie, vous aurez accès à Internet. Donc c'est quand même un avantage. Donc il y a Amazon, comme vous le disiez, il y a Elon Musk avec Starlink. Il y a une autre entreprise qui était plus en avance, mais qui a eu des déboires un peu, OneWeb, donc qui a été repris par un consortium de telco. Donc vous voyez, là, on a 3 grands opérateurs, et vous avez vu que dans ces... L'Europe, elle est où là-dedans? Alors, heureusement, l'Europe a réagi pareil. Thierry Breton a fait une annonce en disant que l'Europe avait également son projet, qu'elle allait lancer 2000 satellites, pareil, qui feront une constellation, avec un démarrage en 2024. Mais pour l'instant, je veux dire, c'est pas un projet qui est bien cadré. Il n'y a pas beaucoup de chiffres encore. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir, en gros, c'est l'équivalent de Galileo par rapport au GPS américain. Et donc, de ne pas être dépendant, puisque c'est quand même le terme qui revient de manière récurrente, ne pas être dépendant des Américains, en particulier, ça pourrait être d'autres, et donc d'avoir son propre système d'Internet spatial en propre. Très bien dit. Ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, on parle d'un événement à Cannes. Alors, c'est pas le festival de Cannes, mais c'est aussi un festival sur tout ce qui est IA. Et donc, finalement, on en a parlé avec notre grand témoin. Donc, un sujet, évidemment, qui fait aujourd'hui... incontournable. C'est ça. Donc, c'est vrai que il n'y avait pas encore l'équivalent par exemple, du FIC ou des assises de la sécurité dans le domaine de l'IA. Donc là, c'est le World AI Cannes Festival. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, il y a le mot festival et il aura lieu un peu avant le festival, puisque c'est, je crois de mémoire, 14, 15, 16 avril, 3 jours. Et ils ont d'emblée, les organisateurs ont d'emblée des ambitions assez élevées. Donc, je dirais que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup maintenant. Tous les acteurs qu'on reçoit intègrent des développements d'intelligence artificielle, ils en parlent. Alors bon, il y a sans doute pas mal de marketing, mais en gros, ça s'est diffusé un peu partout, et donc c'est la bonne période pour lancer un salon. Après, on verra dans le temps s'il tient ses promesses, mais en tout cas, c'est une initiative qu'on venait de mentionner. Et en Guy, on finit par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Cette fois-ci, c'est du côté des jeux vidéo que ça se passe, avec Fortnite et son éditeur Epic, Epic Games, si mes souvenirs sont bons, qui a levé la bagatelle quand même de 144 millions de dollars pendant la semaine dernière, je crois. Oui. C'est ça. Donc, pour faire simple, ils ont récupéré les gains sur leur jeu Fortnite et qu'ils ont essayé de reverser à des associations. C'est ça. Donc c'est à destination de l'Ukraine, et donc c'est via des institutions comme l'UNICEF ou le PNUD ou des choses comme ça, donc à destination de l'Ukraine. Donc effectivement, on peut avoir, je dirais, un regard assez distancié sur les jeux vidéo, mais en tout cas, là, en l'occurrence, c'est une excellente initiative. Donc, et au passage, on notera quand même 140 millions de dollars de chiffre d'affaires en une semaine. Ça donne quand même une idée des chiffres d'affaires pour ce qu'on appelle, entre guillemets, mais un peu péjoratif qu'un jeu vidéo. C'est ça, oui. Pour ceux qui avaient quelques doutes, ça montre quand même le poids de ce business. Si on compare, je sais pas, avec le Téléthon, je crois que l'ordre de grandeur, c'est 100 millions de dollars. Alors, c'est sur un week-end. Mais bon, c'est pas tout à fait le même business model, comme on pourrait dire. En tout cas, c'est une belle somme, donc bravo à eux. Très bien. Écoutez, merci Guy. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous.